L'information tout de suite et Steve Nodger. Bonjour Steve. Bonjour Jacob, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage à regarder également en vidéo sur la page YouTube de Radio J sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. À la une de cette édition, la contestation qui résiste en Iran. Depuis 3 jours, des manifestants accusent leur gouvernement de mensonges dans l'affaire du crash du Boeing ukrainien de la semaine dernière. Donald Trump et Benjamin Netanyahou affichent également leur soutien au peuple iranien. Ce sera le premier titre de ce journal. En Israël, J-2 avant la clôture du dépôt des listes pour les élections générales du 2 mars. L'heure est aux alliances politiques à gauche comme à droite. On écoutera notamment le colonel de réserve Olivier Rafovitch, candidat sur la liste Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman. La lutte anti-djihadiste au menu du G5 Sahel organisée aujourd'hui sous la houlette d'Emmanuel Macron. La rencontre se tient à Pau au lendemain d'une attaque terroriste qui a coûté la vie à 89 soldats à la frontière malienne. Et puis en France, l'annonce du retrait de l'âge pivot à 64 ans du projet de loi de réforme des retraites rabiboche le gouvernement et la CFDT. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé hier soir sur France 2. Est-ce pour autant la fin du mouvement social? Élément de réponse dans ce journal. En dernière partie, vous retrouverez le Washington Live avec Alexis Lacroix et le chercheur Benjamin Haddad avant de terminer avec un autre duo, celui-là plus musical, celui du groupe israélien Static Benel avec rien de moins que le rappeur Pitbull. Radio J. Certains ont cru un temps que l'élimination de Qassem Soleimani par les États-Unis éteindrait le vent de contestation qui souffle depuis plusieurs mois contre les dirigeants iraniens. Pourtant, depuis 3 jours, les Iraniens sont à nouveau dans la rue. Ils veulent nous faire croire que c'est l'Amérique, mais notre véritable ennemi, il est ici même. C'est l'un des slogans que l'on pouvait entendre ces dernières heures devant l'université de Téhéran. Ce n'est plus en effet seulement contre l'inflation galopante, le chômage endémique ou l'expansionnisme des gardiens de la révolution que les Iraniens se réunissent. Depuis samedi, c'est la gestion du crash du Boeing 737 qui s'est écrasé près de l'aéroport de Téhéran mercredi qui vaut au régime les foudres de sa population. Pour rappel, 176 personnes avaient trouvé la mort suite visiblement au tir d'un missile contre l'avion par les forces iraniennes. Et d'ailleurs samedi, pour la première fois, un responsable iranien de haut rang a reconnu la responsabilité totale du régime dans la catastrophe. Il s'agit du commandant de la branche aérospatiale des Pasdaran, qui explique que suite à un brouillage télécom, l'avion a été détruit, ce qui a entraîné une confusion entre l'avion et un missile de croisière. Un mea culpa qui ne convainc pas. Des rassemblements se sont à nouveau tenus ce matin dans la capitale avec comme principale cible Ali Khamenei. Notre honte, notre stupide guide suprême, scandent les manifestants. Du côté du régime, on cherche à ne pas se laisser déborder. Les forces de l'ordre quadrillent Téhéran et auraient fait usage de balles réelles et de gaz lacrymogène contre les manifestants. Information relayée par des organisations de défense des droits de l'homme et que rejette la police locale. Une contestation sur laquelle entend capitaliser Donald Trump. Ce week-end, le président américain a affiché son soutien aux manifestants dans plusieurs tweets, notamment en persan. « Votre courage nous inspire », avait écrit Donald Trump samedi sur Twitter. Hier, l'ancien magnat immobilier a appelé le régime, je cite, à ne pas tuer les manifestants. Il a également indiqué se ficher des négociations sur le nucléaire quelques heures après que son conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien ait déclaré que l'Iran n'avait pas d'autre choix que de revenir à la table des négociations. La Grande-Bretagne, de son côté, condamne la brève arrestation samedi de leur ambassadeur dans le pays. C'était une inacceptable violation de la Convention de Vienne, a dénoncé ce matin le porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson. Benjamin Netanyahou a également rendu hommage hier au courage du peuple iranien. Le Premier ministre israélien est revenu sur les incidents en Iran lors de l'ouverture de la réunion hebdomadaire du gouvernement. On écoute tout de suite Benjamin Netanyahou. L'Iran a menti. Tout comme ils ont menti sur leur programme nucléaire secret, ils mentent maintenant sur la destruction de l'avion ukrainien. Ils savaient dès le départ qu'ils l'avaient abattu. Ils savaient que c'était une chute involontaire, mais ils ont menti intentionnellement. Ils ont trompé le monde entier. C'est totalement contraire à la façon dont un pays civilisé doit agir et nous adressons nos condoléances aux victimes de la tromperie et de la négligence de l'Iran. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est entretenu hier avec son homologue français, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Au menu de leur discussion, la coopération
Atlantique. Sur l'Iran et la lutte contre l'État islamique, Mike Pompeo qui a également condamné hier la nouvelle attaque contre une base abritant des soldats américains en Irak. 8 tirs de roquettes ont visé une base au nord de Bagdad. Bilan 4 blessés irakiens, mais pas de revendication pour l'instant. Ces violations répétées de la souveraineté de l'Irak par des groupes opposés au gouvernement irakien doivent cesser, a déclaré sur Twitter Mike Pompeo, qui vise ainsi, sans les nommer, les milices pro-Iran présentes dans le pays. En Israël, la campagne pour les élections générales du 2 mars va prochainement entrer dans une nouvelle phase. Les partis ont jusqu'à mercredi pour déposer leur liste. L'heure est désormais aux alliances de la dernière heure, à droite comme à gauche, alors que le conseiller juridique de la Knesset, Yigal Inon, a autorisé hier le débat sur la demande d'immunité de Benyamin Netanyahou. C'est le sujet de la revue de presse israélienne préparée aujourd'hui par Olivier Granilik en partenariat avec Studio Kaïta. La décision a été prise ce matin très tôt. Ce sont donc les sites d'information qui l'annoncent ce matin. L'union des partis de gauche a été conclue par Amir Peretz et Nitzan Horowitz. Les journaux parlent quand même des pourparlers qui avaient débuté déjà hier soir entre Amir Peretz, donc du parti travailliste, et Nitzan Horowitz du parti Meretz. Amir Peretz qui s'opposait à une telle union, nous raconte ce matin le Haaretz, s'est laissé convaincre à la vue des sondages qui prévoyaient que son parti, le Parti travailliste, ne dépasserait pas le seuil d'éligibilité s'il il faisait liste seule. Orly Lévi Abekassis, la présidente du Parti Gesher, qui avait, je vous rappelle, rejoint le Parti travailliste pour les dernières élections, a expliqué hier sur Arutz Shtaim que l'union entre Meretz et le Parti travailliste Gesher était une union technique uniquement. Les deux présidents de formation ont donc décidé qu'Amir Peretz sera en tête de liste. C'est ce que le Ynet nous apprend ce matin. Orly Lévi Abekassis en seconde position et le dirigeant de Meretz, Nitzan Horowitz, sera en troisième position. Et puis il est question aussi ce matin d'une autre union dans la presse israélienne, l'union des partis de droite, après l'union donc entre le Beit Yehudi et Otzma de Yehudit, le parti de Itamar Ben-Gvir. La question est de savoir s'il y aura une union entre tous les partis de droite, c'est-à-dire une union avec le parti de Naftali Bennett et de Ayelet Shaked. C'est la question que pose en tout cas ce matin Israël Hayom. Une question aussi est posée de savoir ce que va-t-il se passer avec Bezalel Smotrich. Beaucoup de questions donc à droite et peu de temps. En effet, le Israël Hayom nous fait remarquer que les partis ont jusqu'à demain minuit pour remettre la commission électorale la liste donc des candidats pour les élections du 2 mars. Pour Avishai Ivri, ce matin, dans les colonnes du Israël Hayom, le sionisme religieux va en arrière. L'union avec le parti de Ben-Gvir et les déclarations ce week-end du ministre de l'Éducation sur la communauté LGTB. Pour Avishai Ivri, il estime qu'il s'agit d'une véritable crise d'identité du sionisme religieux. Dans le passé, le sionisme religieux se glorifiait d'être le pont entre les religieux et les laïcs, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, a écrit ce matin donc ce chroniqueur dans les colonnes d'Israël Hayom. Olivier Granilik depuis Jérusalem. On va marquer une page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité et notamment le rabibochage entre le gouvernement d'Édouard Philippe et la sève d'été. Ne bougez pas. Radio J de Eden Reichel Project chante pour le KKL. À l'occasion de Toubishvat et du lancement du projet KKL JNF 2040, le KKL de France présente Eden Reichel Project avec ses 14 musiciens sur la scène de la salle Playel. Rendez-vous lundi 10 février à la salle Playel. Réservation au 01 42 86 88 88, kkl.fr, salleplayel.com et réseau habituel. Sayeda Voyage et Ziv Hotel du 26 janvier au 2 février 2020. Vol régulier El Al. Les deux transferts. Hôtel résidence à Natania. Demi-pension. Netivot Baba Salé. Lagriba ou Faki. Soirée orientale. Le prix 855 € TTC pour les 20 premiers inscrits. Mais alors Gaston, quel est ton secret? Oh là là, encore une fois Gaston? Pardon, Monsieur Gaston Sayeda. Sayeda Voyage, 5 rue Ramponneau, Paris 20e. 01 46 36 20 09.
Radio J. Et la suite de l'information, Steve Nadger. On continue à évoquer, Jaco, la vie politique israélienne. Ce matin, Serge Ajdenberg recevait Olivier Rafovitch. Et ce n'est pas sur les questions militaires que vous allez entendre tout de suite réagir le colonel de réserve de Tsahal, mais sur les élections parlementaires. Olivier Rafovitch est en effet désormais candidat sur la liste du parti Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman. Reste à savoir à quelle position. C'est une question intéressante que tous les candidats se posent. Non, en fait, les listes doivent être finalisées entre demain et le 15. Et je crois que le 15, officiellement, que seront toutes déposées de tous les partis politiques à la commission de la Knesset. Et donc là, les listes seront fermées. Donc il faut attendre encore un petit peu. Mais voilà, écoutez, c'est une autre élection, j'espère la dernière cette fois-ci pour Israël, parce que on a vraiment besoin d'un gouvernement stable. Et j'espère que cette fois-ci, ce sera le dernier tour. Ce matin, justement, à la veille du dépôt des listes, on a appris qu'il y avait un parti d'union nationale à gauche qui s'était formé. Est-ce que ça change quelque chose pour la position de votre parti ? Non, le parti qui s'est créé, c'est l'alliance entre Meretz, donc l'extrême gauche, et le parti travailliste qui était en grande difficulté. Chaque parti individuellement n'est pas sûr de passer la barre de l'éligibilité des 4 mandats. Donc ils ont décidé en fait pour des raisons pragmatiques de se rallier, mais ceci en fait c'est plutôt 1 plus 1 égale 2 que 1 plus 1 égale 3. Il n'y a pas, je pense pas ici de synergie qui va produire plus de voix. C'est les deux partis qui essaient, encore une fois, de sauvegarder une gauche qui est en très mauvaise posture en Israël, quoi. Très difficile. Mais une chose intéressante, c'est que le parti travailliste, historiquement le plus grand parti d'Israël, avec le Likoud, doit maintenant s'allier avec un parti d'extrême gauche qui est également très proche de certains secteurs arabes dans la société israélienne. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans la lignée ni de Ben Gurion, ni de Yitzhak Rabin, ni des pères fondateurs du Parti travailliste. Mais enfin, c'est leur choix et je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, précisons quand même que l'idée n'est pas que ces partis soient inclus dans un gouvernement, mais seulement soutiennent de l'extérieur un gouvernement. Non. Je veux dire que dans le parti Meretz, il y a également des membres de la communauté arabe israélienne, en dehors des partis arabes qui existent, et qui ont une position à l'extrême gauche de la carte politique israélienne. Et là, pour des raisons, encore une fois, pragmatiques, le parti travailliste d'Amir Peretz se rallie à eux. D'ailleurs, son numéro 2, Orly Lévi Abekassis, a dit que c'était seulement une union technique et non pas une union idéologique. Mais je pense que ça va faire fuir pas mal de travaillistes qui ne veulent pas se rallier à l'extrême gauche. Et il se peut qu'ils cherchent d'autres partis centre-gauche, centre, plutôt que de rester avec le parti travailliste qui est allié à l'extrême gauche. Ça modifie pas la position de votre parti Israël Beitenu? Non, absolument pas. Pour l'instant, les partis cherchent ça vous donne pas l'envie de rejoindre Bibi Netanyahou ou Carole Lavan? Non, le parti, d'abord le Likoud de Netanyahou ne cherche pas à se rallier au parti d'Avigdor Lieberman, Carole Lavan non plus, et nous sommes un parti aujourd'hui qui avons une vision très claire, parce que notre vision aujourd'hui, c'est l'alliance, toujours la volonté d'avoir un gouvernement d'union nationale entre Likoud, Carole Lavan et Israël Beitenu. L'alliance des grands partis sionistes, et avec une vision d'un sionisme pur et dur, et pour l'instant s'éloigner des partis orthodoxes, non pas des juifs orthodoxes, mais des partis orthodoxes qui ont un agenda politique qui est loin des partis même du Likoud, même de Carole Lavan. Mais ça, c'est un autre sujet. Le reste de l'actualité avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve.
Le roi Abdallah II de Jordanie s'inquiète aujourd'hui sur France 24 du retour du groupe État islamique dans le sud-est de la Syrie et dans l'ouest irakien, Gabriel. Le souverain est attendu dans les prochains jours à Bruxelles, Strasbourg et Paris. Pendant sa visite, il compte aborder avec ses partenaires européens les moyens de faire baisser la température dans la région suite à la montée des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Jusqu'à présent, il semble que nous assistions à une désescalade. Nous espérons que cette tendance se poursuivra, souligne le roi Abdallah. Et par ailleurs, se référant au plan de paix israélo-palestinien préparé par l'administration Trump, surnommé deal du siècle, le souverain jordanien a déclaré qu'il essaierait de le considérer comme un verre à moitié plein, selon la chaîne israélienne 13. En France, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à Pau les 5 présidents des pays du Sahel où les attaques djihadistes se multiplient. L'objectif de cette réunion, renforcer la légitimité contestée des militaires français déployés sur place et mobiliser les alliés européens. Le président français avait averti qu'il mettrait toutes les options sur la table, y compris celle d'un retrait ou d'une décrue de la mission française Barkhane. Le chef de l'État qui souhaite un cessez-le-feu crédible, durable et vérifiable en Libye, Gabriel. Emmanuel Macron a exprimé cette volonté lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine qui réunit dans la journée à Moscou le chef du gouvernement libyen d'union nationale reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, et son rival le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen. L'actualité politique et sociale en France maintenant, après le retrait provisoire de l'âge pivot du projet de loi de réforme des retraites du gouvernement, Édouard Philippe était l'invité du journal de France 2 hier soir. Le Premier ministre a annoncé qu'il ira jusqu'au bout et a appelé à la responsabilité de ceux qui souhaitent poursuivre la grève. Cette détermination chez nous est complète, totale, j'ai eu l'occasion de le dire. Ça passe par la suppression des régimes spéciaux. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens, notamment chez ceux qui bénéficient de ces régimes spéciaux, qui ne sont pas convaincus de l'intérêt de la réforme ou qui n'ont pas envie que ces régimes soient supprimés. Je leur dis à ceux-là que nous allons aller au bout. Et que donc, au fond, tous ceux qui les incitent à poursuivre la grève les envoient peut-être dans une impasse. Il faut savoir terminer une grève, a-t-il ajouté en référence à la formule de l'ancien leader communiste Maurice Thorez. Sur l'âge pivot, le chef du gouvernement estime à titre personnel que c'est la meilleure façon de garantir le retour à l'équilibre du système actuel et la pérennité et l'équilibre financier du système futur. Un principe d'équilibre auquel il tient absolument. Alors, quelles sont les réactions politiques à cette intervention télévisée d'Édouard Philippe hier ? Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a dénoncé aujourd'hui une fake negotiation sur la réforme des retraites en estimant que l'âge pivot reviendra en avril à l'issue de la conférence de financement. Et par ailleurs, en ce 40e jour de grève consécutif, le trafic dans les transports est en nette amélioration. Toutes les lignes de métro fonctionnent, mais partiellement. Les lignes 1 et 14 circulent, elles totalement. 8 TGV sur 10 et 7 RER sur 10 en moyenne circulent. Le taux de grévistes à la SNCF tombe à un nouveau plus bas à 4,3%. Le taux de conducteurs grévistes s'élève, lui, à 22,5%. Et puis également dans l'actualité, la radio France Bleu indique que la permanence de Guillaume Rouget, candidat de la majorité La République En Marche à la mairie d'Évreux, a été recouverte d'inscriptions nazies, Gabriel. Plus précisément des croix gammées dessinées à la craie où on pouvait lire Macron assassin, mais également le Reich En Marche ont été trouvés. Certains veulent me faire taire et m'empêcher de porter notre projet. Je ne lâcherai jamais ce combat pour ma ville, a affirmé le candidat. Il a indiqué également avoir porté plainte. Affaire à suivre donc. Candidate à sa réélection à la mairie de Paris, Anne Hidalgo a réaffirmé sa volonté de diminuer la place de la voiture dans la capitale, Gabriel. La maire de Paris était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFM TV et a affirmé qu'on va vers une capitale sans voiture. Elle a avancé un certain nombre de propositions alternatives. Il y aura une navette électrique qui permettra de relier évidemment différents points du centre de Paris pour que les habitants, pour que les visiteurs, même les touristes, puissent se déplacer à l'intérieur de ce centre. Donc, et puis on va terminer avec un incident à Ouman. 4 juifs ont été légèrement blessés dans la ville ukrainienne lors d'une violente altercation avec un groupe de locaux non juifs, Gabriel. L'incident s'est produit vendredi soir, a rapporté le site Jewish News. Selon l'article, des violences ont éclaté entre les 4 juifs et pas moins de 30 hommes, dont certains brandissaient des gourdins. L'incident a commencé par une dispute entre un pèlerin juif et un habitant non juif du quartier. Les deux parties ont fait appel à des amis et une bagarre s'en est suivie. La police a été appelée sur place, mais on ne sait pas si elle a procédé à des arrestations. Merci Gabriel Attal. Petite respiration et juste après on écoutera le Washington Live, le débat hebdomadaire entre Alexis Lacroix et Benjamin Haddad consacré à Donald Trump et l'Iran.
Vaste programme, à tout de suite. Radio J. Ça va, c'est quand la marche pour l'eau? La 23e marche pour l'eau du CACEL de France. Rendez-vous incontournable des amoureux de la terre d'Israël. C'est du 15 au 22 mars. C'est où? Sur les hauteurs du Negev, avec ses sites historiques et ses paysages spectaculaires. Une aventure exceptionnelle. 2 circuits, l'un pour débutants, l'autre pour confirmés. Et pour finir, Shabbat de détente à Eilat. Renseignement inscription, CACEL 01 42 86 88 88. Demandez à Adva. 01 42 86 88 88 et kakael.fr. Shalom ou Leitraot. Chez Optical Center, lorsque vous achetez une paire de lunettes ou d'appareils auditifs, le reste à charge est à 0. 0 €? Enfin, vous voulez dire que je n'aurai rien à payer? Oui, exactement. Que ce soit pour des lunettes ou des appareils auditifs, le reste à charge est à 0 €. 0 €? Bah ça. Du coup, maman, vu que tu paies pas ma paire de lunettes, tu peux m'acheter ma paire de baskets ou une paire de manettes pour ma console ou une paire de claques? Tout de suite. L'offre 0 € reste à charge d'Optical Center, c'est une sélection de lunettes et d'appareils auditifs entièrement remboursés. Valable du 1er janvier au 31 décembre 2020 sur une sélection de lunettes correctrices et appareils auditifs. Conditions en magasin, dispositifs médicaux. Demandez conseil à votre médecin. Radio J. Il est 14h23, Steve Nadger. Oui, l'élimination de Qassem Soleimani le 3 janvier a semblé traduire la nouvelle détermination de l'administration américaine à tracer une ligne rouge à Téhéran, mais est-ce à dire que la stratégie de retrait partiel du Moyen-Orient de Donald Trump est remise en question désormais? C'est sur ce thème que débattent tout de suite Alexis Lacroix, directeur de la rédaction de Radio J, et Benjamin Haddad, directeur Europe du think tank Atlantic Council à Washington. Benjamin Haddad, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio J pour ce nouveau Washington Live. Je vous rappelle, vous êtes directeur de l'Europe Future Programme de l'Atlantic Council à Washington et auteur aussi d'un essai important qui est paru l'an dernier chez Grasset sur le paradis perdu, l'Amérique de Trump. Alors justement, le président américain a pris la lourde décision d'éliminer un des dignitaires iraniens de la terreur, Qassem Soleimani, avec les conséquences qui s'en suivent. Est-ce qu'on doit s'attendre à une accélération des tensions entre la molacratie iranienne et les États-Unis dans les jours qui viennent? Alors, peut-être au contraire. Le pari de Donald Trump, ça a été de rétablir le rapport de dissuasion, de rétablir un rapport de force avec l'Iran. Vous vous rappelez, Donald Trump est toujours assez réticent à l'idée de s'engager dans des conflits armés au Moyen-Orient. C'est assez paradoxal, puisque si on lit la presse, on a l'impression que c'est un va-t-en-guerre permanent, mais en fait, c'est quelqu'un qui était contre la guerre en Irak, et c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu s'engager plus en Syrie, au contraire. Il a un mot-clé, voilà, il a un mot-clé qui est, on peut le dire, c'est le mot-clé de restraint, c'est-à-dire le retrait. Restraint. Exactement. Et donc de retirer au contraire les États-Unis du Moyen-Orient, qui n'est plus un théâtre majeur pour les États-Unis. Il a dit d'ailleurs dans son discours l'autre jour en disant maintenant les États-Unis sont exportateurs d'hydrocarbures, sont indépendants sur le plan énergétique, ne veulent pas se laisser engager dans ce type de conflit. Mais ce que Donald Trump a vu, c'est que l'Iran a accéléré sa pression et ses agressions en 2019, évidemment avec la destruction d'un drone américain, avec l'attaque contre les infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, qui a eu un impact considérable sur les exportations d'hydrocarbures des Saoudiens, l'attaque contre l'ambassade à Noël et la mort d'un contractuel américain en Irak. Et Donald Trump avait tracé une ligne rouge très claire en disant tout mort d'un ressortissant américain sera suivi de représailles. Donc, l'exécution de Soleimani avait un objectif stratégique clair qui était de faire respecter cette ligne rouge, de le faire de façon brutale, mais ponctuelle, pour rétablir un rapport de force. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la réponse iranienne. Au fond, tous les discours apocalyptiques qui nous prédisaient une troisième guerre mondiale, une escalade, font assez peu de cas, finalement, des options très limitées de l'Iran. C'est ce que comprend Donald Trump. C'est qu'au fond, le rapport de force est en faveur des Américains s'ils sont prêts à utiliser l'option militaire quand c'est. Mais alors, ce que vous nous dites dans ce Washington Live, là, c'est passionnant, Benjamin Haddad, c'est qu'au fond, d'après vous, sur ce coup-là, le calcul stratégique de Donald Trump s'avère plutôt juste, c'est-à-dire qu'en réalité, même s'ils font semblant d'être indignés par l'élimination de Soleimani, au fond, les dignitaires du régime iranien ne veulent surtout pas en découdre avec les États-Unis, en entrant dans une guerre chaude. Depuis un an, d'ailleurs depuis plus longtemps, mais surtout en 2019, on a vu les Iraniens tester les États-Unis, tester la crédibilité de la puissance américaine en continuant à augmenter, en faisant monter la température. Là, les États-Unis ont décidé de réagir de façon extrêmement ferme,
Et quelle est la réponse qu'on voit du côté iranien? Effectivement, des indignations, des condamnations, des tirs de missiles. Mais des tirs de missiles sur une base sans toucher la moindre personne, sans toucher le moindre personnel américain. Et on dit même que les Iraniens avaient prévenu les Irakiens de cette attaque. Dans la soirée des représailles iraniennes, le ministre des Affaires étrangères iranien, Zarif, écrit un tweet pour dire « Nous venons de répondre dans le cadre de la légitime défense prévue par le droit international et la Charte des Nations Unies et nous nous limiterons à cela si les Américains eux-mêmes se limitent. » Donc c'est fascinant de voir à quel point le message des Iraniens a été explicite. Ils étaient obligés de répondre. Ils ne pouvaient pas, vis-à-vis de leur opinion publique, ne pas répondre. Mais on en reste là. Le lendemain, le président des États-Unis donne une conférence de presse, qui est une conférence de presse de désescalade. Donc le message est passé. On est vraiment dans une escalade maîtrisée de la part des États-Unis. C'est assez intéressant de voir que, encore une fois, l'analyse ici à Washington est tellement liée, comme toujours, à la personnalité de Trump, est tellement liée au clivage partisan américain que on a été un peu débordé par l'émotion dans la couverture médiatique, côté américain, en parlant de Troisième Guerre mondiale, en parlant de Trump comme un va-t-en-guerre, mais ici ou comme un incendiaire, ou comme un incendiaire. Au contraire, dans une séquence qui est très maîtrisée. Alors justement, la séquence est maîtrisée. Nous prouvez-vous depuis Washington, Benjamin Haddad, et vous savez de quoi vous parlez, parce que vous avez fait un livre, je le citais tout à l'heure, Le Paradis perdu, qui vraiment décrypte la ligne géostratégique, on va dire globale de la présidence trumpiste. Donc vous connaissez ça de l'intérieur, mais quand même un mot. À partir du moment où les Iraniens, comme vous nous le montrez aujourd'hui, renonceraient en quelque sorte à une confrontation directe avec les États-Unis, qu'ils ne souhaiteraient pour rien au monde, est-ce qu'ils ne risquent pas, en revanche, dans la région elle-même, dans le Moyen-Orient lui-même, de favoriser tous les éléments extrémistes qui dépendent d'eux, de leur financement, de leur logistique, et qui pourraient frapper ou tout au moins déstabiliser l'État d'Israël? Alors, c'est une excellente question, parce que c'est là qu'on voit que les intérêts des États-Unis ne convergent pas forcément avec les intérêts de ses alliés, en particulier sous la présidence Trump. Le slogan de Donald Trump, c'est America First. Il s'agit avant de défendre les intérêts de sécurité des Américains. Et on l'a vu, la ligne rouge ici qui avait été franchie par les Iraniens, c'était la mort d'un Américain. Mais ce qui est vrai, c'est que les Iraniens ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour riposter contre Israël, avec l'action du Hezbollah qui est présent en Syrie et au Liban, avec potentiellement des tirs de roquettes ou des attentats terroristes, contre d'ailleurs les communautés juives à travers le monde. Rappelez-vous que les Iraniens sont aussi responsables d'un attentat horrible contre un centre communautaire juif en Argentine dans les années 80. Et donc on pourrait voir aussi des cibles juives à travers le monde. Et bien sûr, au-delà d'Israël et des Juifs, la population syrienne, la population irakienne, il est possible qu'on voit les Iraniens augmenter leurs activités là-dessus. Ils ont tout de même perdu un atout considérable en la personne de Qassem Soleimani, qui était le stratège en chef, alors qui n'est pas irremplaçable et qui a déjà d'ailleurs été remplacé, mais qui est vraiment celui qui, depuis plusieurs décennies maintenant, est à la manette pour mettre en place l'activité des milices iraniennes en Irak, en Syrie, qui a vraiment été le stratège en chef du rôle du Hezbollah dans le conflit syrien. C'est un coup très dur porté à l'Iran. C'était vraiment un pari important de l'administration. Alors de ce point de vue-là, on peut dire, Benjamin Haddad, que le président Trump a rendu un grand service à l'État d'Israël en débarrassant la région de ce dignitaire de la terreur qui était Qassem Soleimani. Néanmoins, vous le savez, il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, le chef d'état-major israélien, Aviv Koravi, a tenu une conférence de presse à Herzliya pendant laquelle il a vraiment alerté les dirigeants politiques israéliens sur l'aggravation de la menace des missiles iraniens contre toutes les villes, tous les villages d'Israël, toutes les populations civiles d'Israël sont potentiellement menacées. Est-ce que vous êtes inquiet en quelque sorte pour, on va dire, la paix civile à l'intérieur de la société israélienne à partir des informations délivrées par Koravi? Alors, il y a la dimension technique et la dimension politique. Et oui, c'est vrai que sur le plan technique, la menace iranienne est toujours très présente. Rappelons-le, l'accord nucléaire iranien qui avait été négocié par l'administration Obama concernait en 2015. Concernait l'enrichissement d'uranium et le programme nucléaire iranien, mais ne couvrait pas
un certain nombre de sujets, ne couvrait pas les activités néfastes de l'Iran à travers la région, le soutien aux milices et aux groupes terroristes, et ne couvrait pas les missiles balistiques. C'était l'une des principales critiques qui avait été formulée. C'est d'ailleurs même l'un des sujets que Emmanuel Macron avait proposé à Donald Trump de mettre sur la table pour essayer d'élargir et de renforcer l'accord plutôt que de s'en retirer, comme l'avait fait Donald Trump. Donc c'est vrai que les Iraniens ont toujours un programme de missiles balistiques et en plus sont des acteurs, des proxys, comme on appelle ça, des acteurs régionaux qui travaillent pour eux, comme le Hezbollah, au Liban et en Syrie. Après, il y a la dimension politique qui est que les Israéliens disposent eux-mêmes de leur propre capacité, évidemment, de dissuasion. Les dirigeants israéliens ont toujours dit très clairement que toute attaque serait suivie de représailles. Et on a vu d'ailleurs Israël, ces dernières années, ne pas hésiter à frapper de façon très ciblée, très ponctuelle en Syrie, dans le cas de transfert d'armement vers le Hezbollah, qui, selon les Israéliens, franchissait des lignes rouges. Les Israéliens ne se sont pas impliqués, ne sont pas ingérés dans le conflit syrien, mais en revanche ont eux aussi leur propre ligne rouge qu'ils ont fait respecter de façon très systématique. Est-ce que vous avez l'impression que les relations entre Trump et Netanyahou ne sont plus autant au beau fixe que les décrivaient certains éditorialistes? Est-ce qu'il y a en quelque sorte de la méfiance aujourd'hui qui naît dans le cerveau de Binyamin Netanyahou vis-à-vis, disons, on pourrait dire de la pérennité, de la solidité de l'amitié de Donald Trump à l'endroit de l'État d'Israël? Pas de la solidité de son amitié. Cette administration a été pro-israélienne. On a vu des gestes symboliques évidemment très marquants, comme le transfert de l'ambassade. Le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui avait été promis par tous les présidents avant Donald Trump, mais que Donald Trump a mis à exécution, la reconnaissance du plateau du Golan. Mais ce qui est vrai, c'est que la vision du monde de Donald Trump, qui est essentiellement unilatérale et nationaliste et qui s'accompagne d'une volonté de retrait du Moyen-Orient, ne sert pas les intérêts sécuritaires ni d'Israël, ni des alliés européens de Donald Trump, qui à terme sont les premiers sur le front. Voilà. Quand les États-Unis se retirent, ils sont on the front line. Israël est on the front line, les Européens aussi. Mais justement, est-ce qu'on peut penser que par rapport, j'allais dire, à ces bases programmatiques, c'est-à-dire en gros le retrait américain, est-ce que par rapport à ces bases d'origine, Trump peut être amené au cours de sa présidence, vu la poudrière qu'est le Moyen-Orient d'aujourd'hui, à évoluer vers une position un peu plus interventionniste, d'après vous, pour finir, Benjamin? En tout cas, je crois que ce que montre cette séquence iranienne, c'est que son instinct continue à aller contre cette direction. Qu'il veut faire respecter certaines lignes rouges, mais ne veut pas se laisser entraîner, surtout à l'approche d'une élection présidentielle, ne veut pas se laisser entraîner vers plus d'interventionnisme, mais surtout vers plus de troupes au sol, qui est vraiment le tabou aux États-Unis depuis le désastre irakien de 2003. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, si vous écoutez la conférence de presse de Donald Trump après la mort de Soleimani, il y a une phrase qui a interloqué un certain observateur quand il a dit qu'il voulait que l'OTAN soit plus impliquée au Moyen-Orient. Il n'a pas précisé ce qu'il entendait par là. Il est possible que dans les prochaines semaines, les prochains mois, Donald Trump demande aux Européens, membres de l'OTAN, de s'impliquer plus en Irak, de partager, au sol, de partager le fardeau, selon l'expression consacrée de Donald Trump, pour lutter contre Daesh. Et là, il faudra être très vigilant, très attentif, puisque on a vu les conséquences quand les Européens n'ont pas écouté les demandes de Donald Trump en Syrie. Trump s'est retiré du jour au lendemain avec des troupes turques qui sont rentrées au Kurdistan syrien. Donc, il faudra faire très attention, effectivement, à écouter les messages, parce qu'un retrait précipité d'Irak pourrait recréer un vide de sécurité. C'est ce qui s'était passé après le retrait d'Obama en 2011, qui avait entraîné l'émergence de Daesh quelques années plus tard. À suivre donc dans les semaines qui viennent. En attendant, on vous souhaite une très bonne semaine, Benjamin, à Washington, et on vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Washington Live. Au revoir. Au revoir. 14h35, l'heure de notre coup de cœur musical. Cet après-midi, place à un duo qui risque de rester quelques semaines tout en haut des charts israéliens. Le groupe Static et Ben El s'est associé au rappeur Pitbull pour revisiter un tube légendaire des années 90, Here Comes the Hot Stepper d'Inny Kamoz. On se quitte donc avec Further Up Nananana. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce journal en replay sur les pages Facebook et YouTube de Radio J. Bel après-midi, prenez soin de vous. About a hit, I said